Nous sommes 3 à atterrir par 34 degrés dans la capitale du Guatemala en ce mois d'août 1992. Pour mes 2 compagnons, c'est une découverte. Pour moi, c'est le 4e voyage dans cette partie du monde. Loin de l'actualité mondiale, ce pays a vu s'accroître les inégalités sociales. Difficilement, la démocratie tarde à s'installer alors que le tourisme est devenu la première richesse du pays. Après les massacres d'Indiens, survenus lors de la dernière décennie, la révolte a fait souche. À présent, la guerrilla s'installe dans l'ouest et le nord du pays. Le réseau routier a vu quelques-unes de ces pistes transformées en routes asphaltées, accentuant le transport par car, qui reste le seul moyen vraiment efficace pour découvrir ce pays d'Amérique centrale, entouré par le Mexique, le Belize et le Honduras. Avant l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle, régnait dans cette région une grande civilisation, celle des Mayas. Notre but est de partir à la découverte d'anciennes villes dont il reste quelques temples enfouis dans la forêt tropicale du Petén qui s'étend au nord et à l'ouest du pays. Mais avant de vous entraîner dans cette aventure, il nous a paru indispensable de vous raconter l'histoire des Mayas à travers 2 anciennes grandes villes religieuses, Copan et Tikal. Après la conquête espagnole du XVIe siècle, la civilisation maya fut oubliée par l'histoire, et ce jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et c'est un peu grâce au jeune avocat américain John Lloyd Stephens, qui était accompagné du dessinateur anglais Frederick Caswellwood, tous 2 partis en 1839 à la découverte des cités perdues d'Amérique centrale, que nous devons, entre autres, les premières descriptions du site de Copan, enfoui dans la forêt au nord du Honduras. Des coassements de grenouilles nous accueillent dans une région fortement déboisée. Lors de la découverte des ruines par Stephens, dans son journal il écrivait « Les seuls bruits qui troublaient la quiétude de la cité perdue étaient des cris de singes gesticulant dans la cime des arbres. Nous, le seul singe que nous pouvons apercevoir est à demi apprivoisé, mais il en reste encore, dans les parcelles de la forêt humide qui cernent le site. » Copan demeure certainement par son style l'un des plus beaux vestiges de l'architecture maya. Curieusement peu visité, ce site parvient à retenir une atmosphère de magie et de mystère, malgré toutes les fouilles et les études qui se poursuivent pour nous relater son histoire. Sur la grande place, aujourd'hui déserte, se dresse une dizaine de stèles, hautes de 3,60 m et représentant les anciens dirigeants de cette cité. Le fondateur, en 426, s'appelait Makina Yaxcumo, le grand seigneur du soleil de l'oiseau Quetzal. L'ensemble des différents rois qui se succédèrent à la tête de cette ville ont leur image gravée sur les côtés d'un autel. Parmi eux, nous pouvons citer des noms évocateurs, comme Jaguar de Nénuphar, Jaguar de Lune, Serpent fumant, 18 lapins, et le dernier, Soleil levant, alors que sonnait le glas en l'an 763 de ce centre religieux. Les stèles gravées à l'effigie des rois et les autels zoomorphes étaient rehaussés de peinture, mais l'humidité et les orages tropicaux n'ont laissé que quelques traces de ces ultimes artifices. Chaque stèle, découverte et dégagée, voit ses 4 côtés finement sculptés. La face principale représente le roi en costume d'apparat, avec un visage énigmatique. Grâce à un système arithmétique élaboré, les Mayas indiquaient au dos de presque chaque stèle érigée la date de l'événement qu'elle commémorait. Formée de colonnes de glyphes verticaux, chaque date peut sembler difficile à interpréter. Mais nous tenterons un peu plus tard de vous initier à leur décryptement. Celle-ci mentionne l'an 762. Déclaré comme patrimoine du monde par l'UNESCO en 1980, le site de Copan est en pleine restauration. Pierre par pierre, la ville est étudiée et les temples reconstruits. Les fouilles, parfois, permettent de mettre en valeur des éléments surprenants, comme ce mur, formé de têtes de squelettes de singes.
Au centre de l'un des escaliers de la cour Est, un masque de roi Maya semble surveiller les travaux de sondage effectués par les archéologues et les ouvriers. Plusieurs galeries disparaissent ainsi sous les temples dans l'espoir de découvrir des tombes ou de percer des secrets quant à la signification de certaines constructions. D'autres équipes s'efforcent de préserver et de restaurer des structures menacées par les siècles et le climat tropical. L'ensemble de ces fouilles est motivé par une découverte effectuée au pied du monumental escalier composé de 1250 glyphes narrant l'histoire et les exploits des ancêtres du roi Carapace Fumante. Cet escalier, unique en son genre, a en effet révélé lors d'un sondage effectué dans les années 1980 qu'une tombe était enfouie sous la partie droite de l'escalier. 2 tunnels étaient alors creusés, débouchant après 17 mètres dans une chambre funéraire située à 4 mètres au-dessus du niveau du sol. D'une superficie de 18 mètres carrés pour une hauteur de 4 mètres, la chambre funéraire remplie de poteries, vaisselle et bijoux de jade voyait l'ouverture de sa sépulture le 4 juin 1989. Le squelette d'un homme d'environ 40 ans y était enterré, mais le jeune âge du défunt et d'autres éléments, excluant qu'il pût être roi, l'énigme restait entière. Toutefois, l'étude d'un bol figurant le dieu des scribes permet de penser que le défunt faisait partie de cette caste. À la surface, les travaux de fouilles et de restauration se poursuivent dans le bruit des engins de chantier, juste à côté de l'ancien jeu de pelote. Jeu qui s'étendait dans toute l'Amérique centrale et qui voyait s'affronter des nobles par équipe de 7 joueurs, jonglant avec une balle de caoutchouc durcie de 2 à 3 kilos, et qu'il fallait faire passer à travers 2 anneaux de pierre situés à 5 mètres du sol. Le jeu de pelote de Copan est surtout remarquable par les têtes de haras qui ornent les angles supérieurs des 2 frontons. À Copan, sur 24 km², environ 24 000 personnes, essentiellement des agriculteurs vivant dans des cases, permettaient à des castes de nobles, résidant dans des temples, de gérer leur destinée sous la direction d'un roi. Et même si ce dernier fut grand, comme 18 lapins, le système se révéla fragile. À 450 km vers le nord, nous sommes en pleine forêt tropicale du Petén. C'est là, en 1848, qu'une expédition découvrit la plus grande ville maya. D'une architecture moins raffinée que la ville de Copan, Tikal se distingue par des temples hauts de 50 à 70 mètres. Une reconstitution du site permet de mieux apprécier l'aspect gigantesque du centre religieux. Le dindon, originaire de cette région, figure sur la longue liste des produits domestiqués par la civilisation maya. De cette partie du monde nous est parvenu, entre autres, le maïs, les haricots blancs, noirs ou verts, les tomates, la gomme, la vanille et le cacao. La vie des paysans et des cultivateurs, experts, était régie par des grands prêtres et leurs almanachs divinatoires. Dans une région de cyclones, d'ouragans, d'éruptions volcaniques et de tremblements de terre, nous mesurons mieux la fragilité du pouvoir lors d'erreurs de prévision. Pour codifier leur savoir et marquer leur histoire, les Mayas possédaient un système d'écriture glyphique et de calcul élaboré, comme en témoignent toutes les stèles gravées qui jalonnent l'ensemble des cités religieuses. À Tikal, les sculpteurs ne se sont pas limités aux stèles, comme en témoigne le gigantesque masque du dieu Tchak, dieu de la pluie des Mayas. Aujourd'hui, les temples de Tikal sont cernés par la forêt tropicale. Difficile à imaginer cette ville, au 8e siècle de notre ère, au temps de sa splendeur, rayonnant sur une population d'environ 60 à 100 000 âmes.
Considéré comme Copán, patrimoine du monde, le site archéologique de Tikal est en pleine restauration. Mais, fait unique en Amérique centrale, la survivance de la civilisation maya ne se limite pas à des villes englouties dans une forêt tropicale, ou par des représentations de personnages sur des poteries. Dans le sud du Guatemala, sur les bords du lac Atitlan, des Indiens Quiché et Cachiquel vivent dans les environs de la ville de Solola. Le peuple maya, coupé de ses racines originelles, lors de la conquête espagnole il y a 5 siècles, avec l'anéantissement de son élite administrative, culturelle et religieuse, poursuit aujourd'hui un mode de vie marginal, avec des rites parfois étranges. À travers le pays fleurissent des églises de toutes confessions. Les Mayas actuels semblent porter en eux, comme leurs ancêtres, le besoin de se remettre à des forces spirituelles ou mystiques. Parallèlement, ils sont sujets à une nouvelle conquête, celle de leur terre, par de riches étrangers, attirés par la beauté du paysage. Le lac, entouré de volcans, s'étale à 1500 mètres d'altitude. Il est bordé de nombreux petits villages, comme celui de San Antonio Palopo. Dès son débarquement, le visiteur est attendu, car les Mayas, depuis quelques années, ont compris que les étrangers n'arrivaient pas les poches vides. Les femmes peuvent ainsi développer une activité ancestrale, le tissage. Les photographier n'est pas chose aisée, car nombreux sont ceux qui croient à la fois au mauvais sort, jeté par un sorcier par l'intermédiaire d'une photo, ou encore aux fichiers établis par les services militaires pour des répressions futures. Essentiellement paysans cultivateurs comme leurs aïeux, certains nettoient et mettent en botte des oignons pour le marché, tandis que d'autres les cultivent en altitude. Depuis quelques années, les flancs des montagnes volcaniques voient se développer des plantations de caféiers. Du fait de l'altitude, le climat est semi-tropical. La température modérée permet ainsi de belles balades pour le randonneur. C'est aussi l'occasion de contempler diverses variétés de fleurs, tout au long des chemins et sentiers qui conduisent au bord du lac.
C'est à Sololá, tous les mardis et vendredis, que se tient le grand marché. Ils arrivent le matin dès l'aube, par car bondés, pour venir vendre leurs produits agricoles ou leurs tissages multicolores. Tous convergent vers la place principale, pour prendre possession d'une place au sol ou pour dresser leurs échoppes. Les premiers installés auront les meilleures places. Les femmes comme les hommes, surmontés de leurs lourds ballots, avancent d'un pas rapide vers l'endroit idéal. Le marché s'anime progressivement et les costumes multicolores envahissent l'espace. Le costume est une manière pour les Mayas de faire perdurer les traditions et d'affirmer leurs origines selon le village auquel ils appartiennent. Le marché est découpé en secteurs. Nous passons ainsi des légumes, fruits et volailles au lainage, vêtements et tissages. Chaque achat fait l'objet d'un marchandage. On discute la qualité et le prix. Dès leur plus jeune âge, les petites filles mayas aident leur mère et suivent avec attention et sérieux l'activité du marché. Ces Indiens mayas bien paisibles sont pourtant encore victimes de répression. C'est dans cette région que le régime militaire, dans les années 80, a procédé au plus grand massacre. Pris entre la guerriera et l'armée, les paysans se faisaient rançonner par les uns et tués par les autres. Pendant 30 ans, cette guerre non déclarée a fait plus de 100 000 morts et 40 000 blessés. La dictature militaire a pris fin en 1986, mais les Indiens mayas, qui représentent 60% de la population, n'ont toujours aucun droit dans leur pays. Les Indiens qui vivent de leurs terres sont paradoxalement privilégiés par rapport à ceux qui se sont exilés vers la capitale et qui tentent de survivre en mendiant. La grande majorité des Indiens ne parlent pas l'espagnol et sont donc exclus de la vie économique moderne, où le salaire minimum est de 350 quetzals par mois, soit 350 francs. Les femmes indiennes sur le marché de Sololá sont tout à la fois vendeuses et acheteuses. Mères de familles très jeunes, elles sont souvent en charge de plusieurs enfants. Et les nourrissons sont ballottés dans le dos de leur mère, au rythme du bruit des marchandages et des piétinements. Les bananes se négocient au prix de 50 centimes les 5. Le kilo de pêche coûte 1 franc et l'ananas 2 francs 50. Les Indiens de la région de Sololá vivent sans confort, mais tirent parfois de bons revenus de leurs produits agricoles ou d'élevage. Une poule se marchande entre 20 et 25 francs et un beau dindon autour de 70 francs.
À mesure que la matinée s'écoule, vendeurs et acheteurs sont de plus en plus nombreux. Des ruelles artificielles sont créées par la succession d'étalages et des shops. En prévision de la mi-journée, des réchauds mobiles sont installés et des cantines de fortune font leurs apparitions. Para calambre. A la muela y el oído, jóvenes. Regalamos una palangana o una pelota. Para la muela y el oído, para calambre. Pour le visiteur, il paraît étonnant que ces Indiens soient les descendants directs de ceux qui édifièrent des temples monumentaux sous un climat tropical. Et pourtant, ils n'ont guère changé, si ce n'est qu'ils ne cultivent plus la terre pour une caste de nobles, mais pour leur compte, dans un pays qui a tout fait depuis 5 siècles pour les ignorer. Si la conquête a apporté aux Indiens mayas plus de douleur que de joie, nous avons hérité de leurs produits locaux et de leur symbole, le maïs, qu'ils domestiquèrent, et qui s'entasse encore aujourd'hui par gros grains blancs, noirs ou jaunes. À mesure que la journée de marché à Solola se termine, les Indiens chargés de leurs ballots vont à nouveau se serrer dans les bus pour rejoindre leur village. À présent, pour nous, notre aventure va vraiment commencer. Depuis la capitale, nous chargeons aussi nos sacs pour remonter en bus vers le nord du pays. Notre but, d'anciennes villes mayas enfouies dans la partie de la forêt tropicale indiquée en rouge sur cette carte. Pour cela, nous sommes obligés de rejoindre Flores par la seule route praticable en cette saison. Asphaltée depuis peu, sur les 2 tiers de son parcours long de 550 km, l'ancienne piste est jalonnée de petits villages où chaque arrêt est l'occasion de se ravitailler. L'afflux de familles guatémaltèques venues du sud a pour conséquence une déforestation intensive, un trafic incessant de camions et de bus bondés et des Indiens qui semblent en perpétuel déménagement. Cette ambiance d'invasion et de conquête sur la nature fait le bonheur des petits vendeurs ambulants. C'est à la nuit, après 15 heures de voyage, que le bus parvient non pas à Flores, mais à Santa Elena, ville nouvelle où se multiplient les baraquements.
Santa Elena et Flores sont deux villes sœurs, reliées par une digue. Flores, l'ancienne, protégée au milieu du lac Petenitza, que sillonnent des lanchas, des barques à moteur, est un village construit en dur depuis la victoire des Espagnols en 1697 sur les Mayas de la région. Flores semble déserte, avec ses ruelles pavées qui montent, bordées de villas jusqu'à la place centrale, d'où se dresse une église de style espagnol. Un handicap touristique pour cette région chaude et humide, le moustique. Un avantage, l'exploitation de tout ce qui se rapporte à l'ancienne civilisation maya. Autre avantage, les gens du Petén, qui sont des gens chaleureux. Et il fait bon vivre, au rythme de l'instrument national, le marimba. La grande sœur de Flores, la ville pionnière de Santa Elena, avec ses baraquements foisonnants de petits commerces, semble s'être édifiée sur les bords de la piste au gré des nouveaux arrivants. Et la musique du marimba doit céder la place à la musique que diffuse la radio locale. C'est depuis la place centrale du marché de Santa Elena que partent les bus vers l'est et l'ouest au nord du Guatemala. À l'intérieur des bus, dans l'attente du départ, des colporteurs de tout poil font la propagande de leurs produits. Celui que nous avons surpris vendant un médicament miracle contre les maux de tête préfère vanter sa médecine en tournant le dos aux voyageurs lorsqu'il découvre la présence de notre caméra. Quittant Flores Santa Elena, nous roulons vers Sayache, terme de notre parcours routier, mais point de départ par les fleuves vers la forêt tropicale du Petén à la limite de la frontière mexicaine. Comme le montre la carte dessinée à Sayache, la ville se situe sur le bord du Rio de la Pasión, qui coule vers le cœur de la forêt tropicale. Nous sommes en août, saison des pluies, et nous n'avons pas longtemps à attendre pour le constater, réfugiés dans un petit hôtel au bord du Rio. Violents mais de courte durée, les orages ne nous empêchent pas d'embarquer en lancha pour notre première découverte d'anciennes cités mayas perdues dans la forêt. Avec mes deux compagnons, un gars du pays et un piroguier, nous remontons le Rio de la Pasión vers l'est. Notre but, le site de Ceibal.
Après 1h30 de pirogue, nous nous dirigeons vers la rive où nous percevons les premiers bruits de la forêt. Une marche d'une demi-heure, dans une ambiance chaude et humide, où pullulent les moustiques, est nécessaire pour atteindre les premiers vestiges de l'ancienne cité maya. Le long de la piste qui conduit au site, il est possible d'apercevoir des stèles à demi enfouies et couvertes de glyphes. Nous atteignons enfin une partie de la forêt qui a été dégagée et arrivons vers les premiers vestiges du site de Ceibal. Les sites mayas de la forêt tropicale du Petén font partie de la période dite classique, entre 500 et 900 après Jésus-Christ. L'architecture reste basée sur le temple, avec sa voûte en V renversée, propre au style maya. Ça, c'est une date. Le site de Ceibal, avec ses stèles, a une particularité remarquable. Pour des raisons encore inconnues, la civilisation maya se trouvait en plein déclin dans cette partie du pays. Seul, Ceibal continua à bénéficier d'une prospérité qui dura jusqu'à la fin du IXe siècle après Jésus-Christ. Une piste dessert à travers la forêt les différentes ruines. Au temps des anciens mayas, c'est tout un réseau de voies commerciales qui reliait les grandes villes entre elles. Il existait même des tronçons de 100 km de long. Donc ça c'est rond, il n'y a pas beaucoup de monuments ronds dans les temples mayas. C'est un des rares qui est rond. Vous n'avez pas le réquiem? Ah ouais. Ceibal, fouillé depuis 1964, n'a pas encore livré tous ses secrets. Et la région cache encore bien d'autres villes de ce genre, et plus difficiles d'accès. C'est ce à quoi nous allons nous attaquer, après cette première épreuve de la forêt. Mais tout d'abord, retour à Sayatché.
Pour la seconde fois, notre retour à Sayatche est accompagné d'un violent orage. À l'abri, dans notre petit hôtel, sur les bords du Rio de la Pasión, nous contemplons le spectacle et profitons d'une chute de la température. En cette saison où l'air est saturé d'humidité, les 35 à 40 degrés qui règnent en permanence l'après-midi nous font mieux apprécier les rares moments de fraîcheur. Le toucan est un oiseau de la forêt tropicale du Petén. Malheureusement, nous n'avons pu le voir de près qu'à travers une cage. Non pas qu'il soit en voie de disparition, mais il est très difficile à apercevoir dans son milieu naturel, où il vit dans la cime des arbres. Des oiseaux, nous allons avoir l'occasion d'en apercevoir, alors que nous repartons à la découverte d'un nouveau site, celui d'Aguateca. Il se situe au sud-ouest de Sayatche et n'est accessible par le Rio qu'après 3 heures de pirogue. La crue des eaux en cette période de pluies abondantes amène parfois à perdre le lit de la rivière. Et notre piroguier se fait prendre au piège. Heureusement, connaissant parfaitement la région, il finit par trouver un chenal. Et ce passage étroit va se révéler être très fréquenté à la surprise générale. De poissons qu'il peut y avoir, c'est incroyable. Nous finissons enfin par rejoindre le cours principal de la rivière. Comme nous vous l'annoncions, les oiseaux ne sont pas rares. Mais il faut souvent avoir l'œil exercé pour apercevoir certaines espèces, comme ce héron, dont le plumage se confond avec le tronc des arbres et les branchages. Après plus de 2h30 de pirogue, le Rio s'élargit brusquement pour former un lac cerné par la forêt. Nous sommes à présent très proches de notre but. C'est fait. Nous venons d'accoster à quelques centaines de mètres des ruines d'Aguateca. Ce site commence à peine à être fouillé par les archéologues. Et afin d'éviter tout pillage, un homme est chargé de sa surveillance.
C'est celui que nous suivons et qui va pour l'occasion nous servir de guide et nous expliquer les premières découvertes. Vous voyez ici un pont maya, construit à travers un temple en ruine qui était ici. L'entrée de la faille archéologique est à gauche, et il a fallu à l'archéologue japonais moi-même ouvrir un chemin. Cela nous a pris 3 heures de marche pour parvenir jusqu'à l'entrée. La faille a approximativement 90 mètres de haut, je veux dire 90 mètres de profondeur. Mais par endroits, il peut y avoir plus ou moins. Il y a des parties plus profondes et d'autres moins hautes. La faille géologique, qui est d'origine naturelle, servait de rempart à la ville. Au fond de celle-ci a été découvert un puits servant de réserve d'eau douce et une tombe, sûrement celle d'un haut dignitaire. T'as vu le bloc de rocher que tu vas avoir au-dessus de la tronche? Stalagmite ici. Tu vois ce que t'as vu? Les stalagmites qu'il y a là? Sì, stalagmite. À la surface, l'ancienne ville laisse deviner ses vestiges et ses stèles brisées. Vous voyez ici une stèle dont un morceau a été découpé par des pillards. Cela devait représenter un esclave, dont nous ne voyons plus qu'une partie des jambes. Ici, ce sont les jambes, et après nous avons le corps. Et ici, un pied, attaché par une corde nouée. Mais ici, c'est mieux, car nous pouvons voir un masque fantastique, avec l'œil, le nez et la bouche. Au-dessous, au milieu, une coiffure. Et dans le prolongement, juste après, vous voyez une orchidée. Une orchidée que nous appelons ici una nympha. Et juste en dessous, ici, c'est un poisson. Un petit poisson pour manger. Certains ont pensé qu'il y avait de l'or, mais nous savons qu'il n'existait pas d'or chez les Mayas dans cette zone, seulement du jade. De cette stèle, nous n'avons retrouvé seulement que la moitié. Ici, de chaque côté, c'est les bras. Là, c'est la tête avec une partie du visage, et derrière, c'est la coiffure. Et sur la gauche, nous avons des glyphes. Le relevé topographique du site venant de débuter, les études sur l'histoire de l'ancienne ville ne font que commencer. Mais du fait de sa situation géographique, il est facile de déterminer l'époque de son abandon, soit vers le 8e siècle après Jésus-Christ. La représentation de certains glyphes a même pu être décryptée. Ici, c'est le glyphe d'Aguateca, ville où nous nous trouvons. Celui-ci représente la ville de Dos Pilas, voisine et adversaire. Enfin, ce glyphe représente la faille géologique. Ah, on est bouffé en moustique. Notre guide improvisé nous mène enfin devant la première stèle découverte. Brisée en deux, l'une de ses faces montre une captive, qui pourrait être une princesse de la ville de Dos Pilas, ville ennemie. Une prise d'otage en quelque sorte, pour se débarrasser du roi adverse. En attendant d'être mieux étudié, Aguateca est pour le moment encore propriété des singes, des moustiques et des crissements de la forêt. Lentement, en plusieurs centaines d'années, la nature a fait son œuvre. De gigantesques arbres se sont développés, leurs racines brisant comme de simples feuilles de papier des stèles de 40 cm d'épaisseur et pesant plus d'une tonne.
Ayant une parfaite connaissance du milieu, notre guide nous fait connaître et surtout sentir différentes espèces de plantes. Ne pouvant vous transmettre les odeurs, nous pouvons vous montrer au moins une chose étrange. Cette grande chaîne d'encre de bateaux qui pend de la cime des arbres n'est autre qu'une variété de lianes tropicales. Notre seconde incursion en forêt s'achève et nous rejoignons notre embarcation. La pirogue est l'occasion de se mettre à l'aise et d'oublier la moiteur de la forêt et les moustiques, qui n'ont pas manqué l'occasion de m'attaquer cruellement le dos. Sayatche étant notre base pour tout départ vers la forêt tropicale, c'est depuis cette ville vers laquelle nous retournons que nous allons préparer notre midi expédition. Cette fois, nous voulons atteindre Yaxchilan à 150 km au nord-ouest. Deux solutions. La première, rejoindre une ville du Mexique et louer un avion qui nous déposera près du site. Solution rapide mais coûteuse et surtout risquée, comme en témoignent les photos que nous avons prises d'un avion qui s'est crashé près du site. Nous choisissons la seconde solution, économique, mais surtout plus intéressante. La remontée du Rio de la Pasión, puis de l'Usuma Santa, sur les 150 km qui nous séparent de l'ancienne ville maya. Cela correspond à une journée de pirogue. Nous quittons Sayatche après avoir embarqué tout notre matériel, de la nourriture pour 3 jours et surtout environ 80 litres d'essence. Nous sommes en route pour le site de Yaxchilan, sous la conduite de notre fidèle piroguier Iñigo et d'une carte détaillée de la région tropicale pour suivre notre progression. Notre longue remontée nous permet d'apercevoir par instant des cases dissimulées dans la forêt. Plus difficile est de surprendre des oiseaux comme les hérons, et ce, du fait du bruit de notre moteur. Chaque Indien qui vit en bordure de la rivière possède sa pirogue, qu'il manie à la rame. La pirogue à moteur est réservée pour les longs parcours et nécessite un gros investissement. À bord de notre pirogue, nous sommes attentifs à tout ce qui nous entoure, chacun voulant filmer ou photographier les animaux qui vivent le long des rives, et plus spécialement les singes hurleurs. Mais les plus difficiles à filmer, malgré leur nombre, sont les oiseaux. Surtout lorsqu'ils sont rapides et particulièrement petits, comme le colibri. Difficile également à saisir, les tortues qui plongent au moindre bruit. Enfin, surprendre une libellule géante n'est qu'une question de patience. Pour les plus petites, pas de problème. Elles viennent vous rendre visite à bord, pour profiter sans doute du transport.
Autre oiseau qu'il est possible de voir, mais également difficile à surprendre, c'est l'aigrette. En début d'après-midi, alors que nous avons déjà parcouru environ 70 km, la moitié du parcours, le ciel s'obscurcit, nous laissant prévoir un violent orage. La foudre n'est tombée qu'à quelques mètres de notre embarcation. Mais comme toujours, le soleil succède bien vite à la pluie tropicale. Nous poursuivons notre route, croisant une pirogue motorisée comme la nôtre et qui assure le transport et le ravitaillement des Indiens qui ont émigré sur les rives de l'Ussuma Santa. Nous nous dirigeons à présent vers les eaux tumultueuses des deux passages d'eau rapide qu'il va nous falloir franchir. Juste le temps d'apprécier la manœuvre de notre piroguier qui a franchi sans trop de difficulté le premier passage, que déjà nous pénétrons dans une nouvelle série de remous. Malgré la distance, nous rencontrons encore de grandes lanchas, car elles sont le seul moyen de transport qui permet de ravitailler depuis Sayatché les émigrés qui s'installent toujours plus loin dans la forêt, déboisant impitoyablement cette dernière, comme le montre cette image de la rive mexicaine. Après 9 heures de pirogue, alors que le bras du Rio se resserre et que la forêt se fait plus dense, nous arrivons enfin au terme de notre voyage. s'est planté la gueule ou quoi? Ouais, il s'est craché. Il y a un avion, il s'est... À quelques mètres de la rive, alors que la forêt résonne de sifflements stridents, nous apercevons enfin notre bûche.
étonnés, tant par les bruits que par le spectacle que nous offre cette ancienne cité maya, cernée par la forêt, nous déambulons de temple en temple, presque religieusement, alors que nous sommes enveloppés par une atmosphère chaude et humide. En nous dirigeant vers le centre de la ville, nous découvrons la sculpture d'un crocodile que contemple notre piroguier qui découvre médusé comme nous ce site pour la première fois. Des stèles brisées ou abîmées représentant des rois jalonnent le site, et toutes sont d'une grande beauté. Les temples, sur lesquels la végétation s'accroche, furent dans le passé l'habitation de grands prêtres. Et dans les arbres géants qui les surplombent, les singes hurleurs, indifférents, se promènent de branche en branche. Les singes hurleurs ne sont pas les seuls à occuper les lieux. La forêt par nature, c'est le monde des insectes, du papillon au coléoptère. Le climat ici est aussi idéal pour le crapaud, qui peut mesurer jusqu'à 20 cm. Mais poursuivons notre découverte de la ville. Comme dans toutes les cités mayas, la stèle servait à commémorer la date d'un événement important. Mais comment peut-on aujourd'hui déchiffrer une date inscrite sous forme de glyphe? C'est ce que je me propose de tenter de vous expliquer avec l'une des stèles de Yaxchilan. Voilà une stèle parfaitement conservée. Tout d'abord, les Mayas comptaient avec 20 unités au lieu de 10 dans notre système. Le point indiquait le nombre 1 et la barre 5. Ainsi, le premier glyphe de cette stèle indiquait le nombre 9 avec une barre et 4 points. Derrière le nombre figure une période de jours. Ici, le Baktoun, valant 144 000 jours. Puis le Katoun, 7200 jours. Enfin le Toun, 360 jours. Pour déchiffrer la date que nous avons sous les yeux, il ne reste plus qu'à faire la multiplication de la valeur du glyphe par le nombre qui le précède, soit 144 000 par 9, 1 296 000 jours, 7200 par 16, 115 200 jours, 360 par 1, 360 jours, total 1 411 560 jours. Le calendrier maya débutant 3113 avant Jésus-Christ, 1 411 560 jours plus tard, nous mène au 3 mai 752 de notre ère, date de la stèle. L'intérêt de déchiffrer les dates, c'est de pouvoir situer historiquement l'âge de la ville. Celle que nous venons de lire correspond tout à fait à l'époque d'occupation de la région par les anciens Mayas. Nous pouvons même penser que la ville était à son apogée, en voyant le raffinement des sculptures qui figurent sur sa face et qui représentent deux personnages. Dans la partie supérieure, nous distinguons mieux le profil des deux hommes qui se font face, séparés par une bande verticale de glyphes narrant leur histoire ou mentionnant leur titre.
De ce que nous connaissons de l'histoire des Mayas dans cette partie tropicale, laisse à penser que les temples que nous voyons ont été abandonnés à la forêt vers le 8e et 9e siècle de notre ère. Inexorablement, jour après jour, année après année, la végétation avec ses espèces diverses a pris possession du terrain, engloutissant sous son grand manteau vert la civilisation maya de cette époque. Dans un air saturé d'humidité, la végétation par instant semble vouloir jouer de mimétisme avec le vivant en s'attribuant des pattes. Nous avons cherché vainement à trouver l'origine des crissements et des sifflements stridents qui nous cernaient. Notre soupçon s'est alors porté sur cette espèce de sauterelle ou cigale, mais sans preuve. Sur le site de Yaxchilan, il nous reste à escalader la Grande Pyramide. Et lors de la montée, une question nous hante. Comment ont-ils pu édifier de tels édifices sous un climat où tout objet devient vite une charge pesante? Le soubassement du temple est formé d'une longue frise de glyphes et de personnages. Des glyphes numéraux semblent indiquer que des dates sont mentionnées, alternant avec des représentations humaines. Mais l'état détérioré de certains caractères et le manque de temps ne permettent pas d'indiquer s'il s'agit d'une scène figurant un événement historique, tel que l'avènement d'un roi ou encore la description d'un rite religieux. Là, nous distinguons le profil d'un visage. Il faut espérer que pendant longtemps encore, rien ne viendra troubler la magie des lieux, laissant ainsi aux visiteurs la surprise de croiser des animaux sauvages, comme ici un tatou qui vient rôder au pied du temple de la Grande Pyramide. C'est à regret que nous quittons les temples de Yaxchilan pour rejoindre notre pirogue et le rio Sumasanta. Pour ma part, je suis un peu pessimiste sur l'avenir de la forêt et ses grands arbres, que l'on continue à abattre à la tronçonneuse ou à la hache. Pourtant, les hommes qui participent à l'abattage ont conscience de leur acte, car surpris par la caméra, ils me menacent de leur machette et stoppent leur activité. Dans la pirogue, sur le chemin du retour, je pense assez curieusement que les vestiges des cités mayas résisteront mieux à l'avenir que la forêt tropicale du Petén.
Il aura fallu des siècles pour que la végétation reconquiert les terrains abandonnés par les anciens Mayas. Leur départ de cette région inhospitalière ne sonna pas le glas de la grande civilisation. Ils partirent s'installer vers les hautes terres, plus accueillantes de la péninsule du Yucatan, jusqu'à l'arrivée des Espagnols. L'élite fut décimée par les conquistadors, mais le peuple survécut, coupé de ses racines et brimé par l'envahisseur. Aujourd'hui, ils résistent encore, majoritaires, mais toujours sans pouvoir, dans leur propre pays.